Bonsoir, bienvenue sur France 3 Hauts-de-France pour un dernier débat avant le premier tour des élections législatives. Ce soir, nous vous donnons la parole en direct de Roubaix, Lille, de Néry, dans l'Oise, via des reportages aussi dans l'Aisne, dans le Pas-de-Calais, ou encore avec deux citoyens, une étudiante et un retraité ici en plateau, que je salue. Merci d'être avec nous. Des citoyens vont témoigner de leurs préoccupations quotidiennes, pouvoir d'achat, emploi, santé, environnement, et ils vont pouvoir questionner les trois grandes familles politiques issues du premier tour de l'élection présidentielle. Il y a d'abord toute la gauche, réunie autour de Jean-Luc Mélenchon à travers la NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, représentée ici par Marine Tondelier. Bonsoir. Je dois préciser que vous êtes vous-même candidate. C'est face à Marine Le Pen dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, celle d'Hénin-Beaumont, où vous êtes déjà conseillère municipale d'opposition. Vous êtes aussi conseillère régionale et co-trésorière nationale d'Europe Écologie Les Verts. C'est ça. Au centre, les candidats de la majorité présidentielle sont représentés par Delphine Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je dois indiquer que vous vous présentez personnellement dans la 20e circonscription du Nord, celle de Saint-Amand-les-Eaux, face notamment au député sortant communiste Fabien Roussel. Vous êtes prof de sciences économiques et sociales au lycée, adjointe au maire de Valenciennes et membre de Renaissance. C'est le nouveau nom de La République en marche. Et puis nous recevons celui qui dirigeait la communication de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, Philippe Ballard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je précise, candidat dans la 2e circonscription de l'Oise, Beauvais-Ouest, face notamment à Agnès Thill, la députée sortante, ancien journaliste. Vous êtes devenu conseiller régional d'Île-de-France. Vous étiez la tête de liste RN et porte-parole du Rassemblement national. Il sera le fil rouge de cette émission. Mathieu Rapez est en direct de la Grand Place de Lille. On le rejoint. On se connectera avec vous, Mathieu, durant toute l'émission. Dès qu'un citoyen aura une question à poser à nos invités. Vous êtes bien là, Mathieu, parce que je ne vous vois pas. Oui, vous êtes là. Et oui, je suis au cœur de la Grand Place. Regardez, c'est l'heure de la sortie des bureaux ici à Lille. Et puis l'heure de prendre un verre aussi. On va justement prendre la température rapidement tout de suite, voir si on est concerné par ces élections législatives. Déjà, est-ce que vous pensez aller voter ce week-end ? Oui, je vais aller voter. Vous avez reçu vos professions de foi ou pas ? Non, pas encore. Donc je ne sais pas trop pour qui pour l'instant. Après, j'ai la procuration de ma fille qui vit plus chez nous. Donc je vais voter pour elle en plus. Et pareil, elle attend de savoir quels seront les candidats. On connaît les grands partis, ceux qui sont nationalement connus. En revanche, les représentants locaux, on n'a pas encore de précision. On a eu la présidentielle en avril dernier. Est-ce que ces législatives sont plus importantes, moins importantes ou c'est pareil pour vous ? Moins importante, je ne sais pas trop pourquoi. C'est comme si le match était plié en fait. Je sais pas. Merci à vous, bonne soirée. On a entendu le match était plié, alors c'est peut-être un point de débat que vous aurez ce soir sur le plateau. Complètement, merci Mathieu. Est-ce que le match est plié ? Delphine Alexandre, par exemple, ni la Première ministre, ni le président de la République ne sont beaucoup intervenus pour faire campagne jusqu'ici dans ces élections législatives. Le match, il est plié, ouais. On ne peut d'avance jamais dire que le match est plié. Ce serait quand même extrêmement prétentieux de la part des candidats à majorité présidentielle de dire que le match est plié. Nous sommes tous en campagne et nous avons tous le même objectif, donner à Emmanuel Macron une majorité présidentielle pour stabiliser la France, donner une continuité, sécuriser les Français, continuer à les protéger et puis continuer à porter le projet de transformation de la France que nous avons initié depuis 5 ans. Marine Tondelier, ça vous fait réagir ce que vous avez entendu ? Cette citoyenne, par exemple, ne sait pas encore qui sont les candidats dans sa circo. On vote dimanche, je le rappelle. Il y a 577 circonscriptions et quand on habite dans des villes comme Lille, il faut dire que des fois on ne sait même pas sur quelle circonscription on vote, il y en a plusieurs, donc ça je le comprends. Après quand j'entends ma collègue dire on va continuer à sécuriser, à protéger les Français, quand 8 millions de Français, plus de 10% des Français relèvent de l'aide alimentaire pour se nourrir, bon moi ça ne me rassure pas vraiment et je pense qu'en tout cas dans ma circonscription je rencontre beaucoup de personnes qui voient qu'Emmanuel Macron est président, certains même ont été votés pour lui au 2e tour pour ne pas avoir Marine Le Pen présidente, mais c'est pas pour ça qu'ils ont envie
République de donner les pleins pouvoirs et ils comptent bien. Et donc ils veulent sur Jean-Luc l'Assemblée. Mélenchon Premier ministre. Ils veulent... Vous êtes d'accord, vous, avec cette stratégie? Moi, ce que je sais, fonctionne c'est que les gens qui veulent Emmanuel Macron, ils peuvent voter pour les candidats d'Emmanuel Macron. Et ceux qui ne le veulent pas, moi, j'ai entendu Marine Le Pen dire qu'elle trouvait que c'était normal que Emmanuel Macron garde son gouvernement après les législatives, quoi qu'il arrive. Donc ceux qui veulent qu'Emmanuel Macron garde le même gouvernement peuvent voter Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Ceux qui veulent changer de gouvernement, alors peuvent voter pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale et toutes les mesures écologiques et sociales que nous défendons. Philippe Ballard, vous faites des gros yeux. Oui, parce que j'entends des choses quand même qui sont assez hallucinantes. Bon, déjà, on n'a pas eu de débat, ni avant le premier tour de la présidentielle, ni entre les deux tours. Emmanuel Macron a refusé tout débat. On a cherché le projet. Moi, je cherche toujours. Où est le projet d'Emmanuel Macron? Bon, perte et profit. Je pense qu'il n'y en a pas eu. Un mois pour former son gouvernement. Et là, il y a des mesures d'urgence prises à la fois pour le pouvoir d'achat au mois de septembre, alors qu'il y a urgence, pour l'hôpital public. Là, j'ai écouté Mme Bourguignon, ministre de la Santé, qui réagissait. Et puis, pour la représentante de NUP ou NUPES, je ne sais pas, toujours pas comment il faut dire, oui, parce qu'il y a le S de socialiste, ouais, c'est ça. Et comme Alors, écologiste. ce qui aurait été bien, c'est bien de pleurer sur le lait renversé, mais ce qui est bien, c'est de ne pas renverser la casserole, parce que vous avez quand même aidé Emmanuel Macron à être élu. Mais je ne regrette pas que Marine Le Pen ne soit pas présidente. Ça, je vous rassure, j'ai tendance à assumer les actes. Vous Et ça fait 2 préférez fois que je le Emmanuel fais. Macron donc à Marine Le Pen. Ah oui, oui. Non, mais voilà, c'est clair. Ah oui, c'est très clair. Voilà. Moi, je voudrais quand même intervenir, parce qu'Emmanuel Macron n'est peut-être pas intervenu beaucoup dans la campagne et il a refusé le débat, mais il gouverne la France. Et il était en train de gérer quand même la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Oui, donc il a passé des centaines d'heures avec Vladimir Poutine pour effectivement... Des centaines d'heures avec Vladimir Poutine pour essayer effectivement de mettre fin à cette guerre, en tout cas d'essayer de minimiser et de faire en sorte de limiter le conflit. Le résultat n'est pas probant. Je vais me tourner Il a eu quand même le mérite de le faire. vers nos Donc, deux il pouvait pas, faire deux citoyens en plateau qui entendent vos premières réponses, qui ont entendu notre citoyenne aussi à Lille. Les élections législatives, on en parle dans votre entourage, vous-même, vous êtes intéressé? Vous considérez que les politiques vous impliquent suffisamment, vous donnent envie? Ça, je ne pense pas. Vous soufflez. Oui, je souffle parce que c'est assez délicat, on n'a pas assez d'informations. Non. Moi, je représente les retraités. Si vous parlez des réseaux sociaux, il y a beaucoup de retraités qui n'ont pas Internet, qui n'ont donc la communication. Alors, je précise, Michel Ouatelier, que vous êtes le vice-président d'une association qui s'appelle les Retraités Dynamiques. C'est à Saint-Quentin, dans l'Aisne, et c'est effectivement pour ça, notamment, qu'on vous a invité ce soir. Voilà. Donc, nous, voilà. Les retraités, on est vraiment mal lotis en ce moment. On perd du pouvoir d'achat. Voilà. Et puis, comment dire, on se sent vraiment frustré alors qu'on a travaillé des fois jusqu'à 40, 45 ans et on a du mal à joindre les deux bouts maintenant. Ouais. Et pour les futurs retraités, ça sera 65 ans. Enfin, on fera tout pour bloquer effectivement cette proposition d'Emmanuel Macron. Vous avez souffert, vous risquez de continuer de souffrir si on continue à voter, avoir une majorité. L'AREM qui a changé de nom entre-temps, ça sera la casse sociale, la saignée fiscale, l'insécurité qui se développe et une vague migratoire incontrôlée. Donc le 12 et le 19 juin, il y a tout intérêt à voter pour des candidats à Rassemblement national. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même un quart des Français qui meurent avant l'âge de leur retraite aujourd'hui. Donc vous êtes un retraité dynamique et vous avez l'air de l'être vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a plein de Français qui aujourd'hui n'ont pas la chance de connaître l'âge de la retraite. Et donc reporter encore à 65 ans, moi ça me paraît une totale incohérence. Et puis quand vous parlez du pouvoir d'achat des retraités, vous avez entièrement raison. Nous, dans notre programme, on veut que plus aucun Français, et en particulier les retraités, mais aussi les jeunes de moins de 25 ans qui sont sous le filet de sécurité, que plus personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 063 € par mois. Et on souhaite aussi que les petites pensions pour des carrières complètes soient revalorisées toutes au niveau minimum de 2 500 € par mois. Ça nous paraît normal pour des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et une autre et sans décote. 60 une ans, autre sans décote. difficulté, c'est après 50 ans, arriver à conserver son travail. Évidemment. Moi, je peux Alors, dire, la première, mes 10 premières années, j'ai fait 5 employeurs. Bon, alors, je vais peut-être intervenir tout de même pour contrer les candidats adversaires. Effectivement, la première mesure qui va être prise par les candidats de la majorité présidentielle, si nous sommes élus à l'Assemblée nationale, c'est effectivement le maintien du pouvoir d'achat et l'indexation des retraites sur les prix. Augmentation d'1,1% plus augmentation de 4% pour effectivement maintenir votre pouvoir d'achat. Et donc, en plus, Bruno Le Maire a dit ce matin que par l'augmentation du pouvoir d'achat et par l'augmentation de la retraite, vous n'aurez pas d'augmentation d'impôts supplémentaires, vous n'aurez pas d'effet de seuil. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va augmenter votre retraite que vous allez payer plus d'impôts. On reviendra au pouvoir d'achat, de toute façon, au cours de cette émission. Un tout petit chiffre. Un petit chiffre. Le revenu fiscal de référence en dessous de 1 245 par mois, la CSG, elle est de 3,8.
Non, mais on se souvient du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, Ouais. où vous avez été spolié, on peut employer le mot quand même, CSG plus CRDS, vous avez perdu en pouvoir d'achat. Enfin, je veux Alors dire, ça a Emmanuel été Macron clairement avait démontré. été clair. Il avait été très clair dans son programme. Il voulait mettre à contribution les personnes qui effectivement étaient à la retraite, qui avaient bénéficié à leur époque du plein emploi, alors qu'aujourd'hui on est face à une jeunesse qui est extrêmement en difficulté, avec un taux de chômage qui est particulièrement élevé chez les jeunes, alors qu'aujourd'hui finalement depuis 5 ans, le taux de chômage des jeunes n'a jamais été aussi bas. Donc c'est une équation. Et moi j'interpelle tout de même les candidats qui sont à côté de moi. On fait sortir les gens des chiffres du chômage. Pour savoir comment vous allez la financer, la retraite, à 60 ans. Voilà, parce que nous, on a quand Monsieur, même... il n'est pas pour la retraite à 60 ans. Hein. Non, alors, d'ailleurs, j'aurais une Qu'on question aussi précise pour les la retraite à 60 ans. Alors, je ne sais pas si on passe à un autre thème. Alors, mais quand même. Nous, mais que ce soit très Si clair. on parle de retraite, On est pour la retraite. Je sais Non, mais bien que Monsieur très Batelier, clairement, c'est votre on est sujet. pour la retraite à 60 ans, mais vraiment en gentil. 30 secondes, on est pour la retraite à 60 ans quand on a commencé à travailler entre 17 Ouais. et 20 ans. On maintient l'âge légal à 62 ans et ensuite, quand on a commencé à travailler à 20 ans et 6 mois, 21 ans, il faudra un trimestre supplémentaire tous les 6 mois. Parce que la France insoumise et M. Mélenchon est quand même très antisocial quand il parle des retraites. Non, parce Je qu'il y vais a vous aussi dire la prise pourquoi en compte de la maintenant. pénibilité. Je vais vous dire Il y a pourquoi. aussi des Parce prises en qu'on compte peut de partir avec pénibilité. votre système à 60 ans. Alors, j'ai pas compris si c'était à taux plein. Sans ou décote. Sans décote, d'ailleurs. Alors, on a commencé à travailler à 26 ans. On cotise combien de temps pour avoir la retraite à 60 ans à taux plein? Bah oui, mais en fait, la vérité, Et quand- c'est que l'entrée sur le marché du travail, elle est Et compliquée d'accord. aussi Et et quand qu'on on n'est plus. commence à travailler En à fait, 20 ans, on n'est pas de la- part aussi à 60 ans. on n'est pas de la même génération, Donc, c'est pas un monsieur. peu injuste On socialement? n'est pas de la même génération. Non, mais attendez, est-ce que On c'est n'est pas pas de la même socialement génération. injuste quand on commence à travailler à 26 ans? On a eu la chance de faire des études, peut-être parce que papa et maman pouvaient payer les Ou études. de ne pas trouver Et du travail on va- tout de suite. et Je on pense va- qu'on n'a on pas va vécu dans la partir même à la société. retraite à 34 et on va partir à la retraite Monsieur avec Ballard. 34 On n'a pas annuités. vécu dans le même D'accord. monde et On a- à la non, même mais et à la Madame même Candelier. génération. Parce Mais répondez clairement. On part qu'aujourd'hui, en ayant cotisé 34 aujourd'hui, annuités. les D'accord. jeunes Mais- aujourd'hui Non, mais ne vous répondez commencent aux pas, questions. non mais ne commencent On pas à commence- travailler à 15 ans. La plupart, et c'est pas forcément parce qu'ils font des 22 ans, études. c'est les pas chiffres de et l'INSEE, c'est pas hein. forcément parce qu'ils font des études. Madame dit que le taux de chômage des jeunes baisse. Elle est économiste. Elle sait aussi qu'on a plus ou moins trafiqué les chiffres du chômage pour que de Ça plus vous en plus intéresse, de gens. Évidemment. C'est Ne intéressant, oui. remettez pas en cause les chiffres de Ça vous intéresse ce Bah, débat si. qui Ah bah si. Non, oppose alors on les remet pas, sauf que vous les trafiquez un petit peu. Ah, Pardon. Messieurs, Vous dames, savez Mais bien que si, les quand indicateurs, Emmanuel on en fait Macron ce qu'on dit le veut. chiffre du chômage en France, Monsieur Ballard, Monsieur Ballard. C'est 7%. Bon, laissons Non. parler à l'étudiante, s'il vous plaît. Merci. allez-y. C'est ce que j'essaye de Je suis vous votre dire depuis syndicat. une minute. Vous êtes dans un débat face aux citoyens. C'est ça. On essaye de pas trop se détourner des questions que vous posent les citoyens face à nous. Et Amélie Oui. Fernandez-Rodriguez, C'est ça. vous êtes étudiante, vous, à l'UPJV, l'Université Picardie-Jules Verne, à Amiens, en Master 1 de droit international et européen. C'est ça. Et vous êtes venue ce soir, peut-être pas pour parler de la réforme des retraites particulièrement. Je vous voyais sourire dans ce débat jour, qui, nous, on naissait, qui est très Encore technique. pas de réforme, mais on n'a jamais de retraite. nous. Ah qui est très technique. Non, mais il faut la Si vous avez réformer une justement question pour maintenir courte, votre et retraite. on va aller mademoiselle. voir notre association à Roubaix dans un instant, À propos des étudiants, éventuellement. Vous êtes libre de votre parole moi, ce je soir. voudrais rebondir là, ce qu'on disait c'est pour le pouvoir d'achat, etc. Donc moi, je suis étudiante et j'ai toujours travaillé pendant mes études, sinon j'avais pas moyen de les faire. Et je trouve un peu injuste qu'en tant qu'étudiante, je n'ai pas le droit à toutes les aides qu'on donne aux personnes salariées. Donc par exemple le chômage ou encore la prime d'activité. Parce que certes, j'ai peut-être une bourse, mais qui est infime, et c'est pas mon salaire de travail et ma bourse qui me permettent de vivre. Donc voilà, je me demande ce que vous en pensez, ce que vous pourriez faire pour changer la sécurité sociale, etc. Alors, Je vous en prie. Allez, rapidement, Marine Le Pen avait une proposition extrêmement concrète pour les étudiants boursiers qui travaillaient. Oui, C'était ça une- je l'ai vu. Voilà, c'était une prime de 300 € par mois, à condition, évidemment, de prouver qu'on était toujours étudiant et qu'on avait passé ces examens. Et puis, construction de logements aussi, parce que pour des étudiants, généralement, c'est dans les grandes villes, dans les métropoles, c'est très cher de se loger. Donc, il y avait également une action faite en faveur de la construction de logements pour les étudiants. Alors la première Marie chose, nous, Candelier. c'est la fin de Parcoursup. Parce qu'il y a vraiment, ça panique les lycéens, ça panique leurs parents, leurs grands-parents. Donc ce système, il est injuste. On a l'impression de jouer son avenir à la roulette russe. Donc stop Parcoursup. Ensuite, pour les étudiants, nous, on est contre la sélection d'entrée à l'université, contrairement au parti de Madame Le Pen. Et on est pour aussi une allocation pour les moins de 25 ans de 1 063 € par mois, qui permet de se former dans de bonnes conditions, de choisir si on veut travailler ou pas, mais de ne pas devoir le faire pour des raisons financières, parce que ça crée une injustice entre les étudiants. Et bien sûr, il y a plein de choses à faire sur le logement,
logement des étudiants, sur la condition d'encadrement aussi psychologique des étudiants. Moi, j'avais honte quand je voyais dans mon pays les files de la banque alimentaire nourries par beaucoup d'étudiants pendant le Covid. Ça, on ne peut plus voir ça en France. Et donc, c'est un soutien sans faille qu'on doit à tous les étudiants de ce pays. Delphine Alexandre pour la majorité présidentielle. Ouais, alors le Parcoursup, c'était pas la question. Et en tout cas, pour être enseignante et enseigner à des lycéens, le Parcoursup permet effectivement de flécher l'orientation et de permettre aux lycéens de réfléchir sur leur orientation et de ne pas se retrouver finalement à l'université un peu par hasard, de faire du droit parce qu'il faut bien faire quelque chose. Le Parcoursup permet de réfléchir. On réfléchissait déjà avant. Non, mais pas vraiment. Moi, Attendez, ça fait 30 ans que je suis prof de SES et effectivement, dans les lycées, les étudiants parfois ne réfléchissaient pas et ce n'était pas la question, mademoiselle. Merci beaucoup pour ce je vais quand même répondre parce Rapidement, que sinon je réponds. Emmanuel Macron propose la solidarité à la source et effectivement, en fonction de vos revenus, et vous toucherez les allocations auxquelles vous avez droit. Oui, le problème, en fait, c'est que, par exemple, moi, c'est basé sur mes parents qui ne peuvent pas m'aider. Et je trouve ça totalement injuste. Mais parce que moi, je vis seule, je suis autonome. Mes parents n'ont pas à m'aider pour que je puisse vivre, en fait. Et vous êtes obligé de travailler pour financer vos études ? Ah oui, j'ai travaillé toutes mes années. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait cette proposition. Je pense qu'il y a des centaines de milliers d'étudiants qui sont dans votre cas. 300 € par mois pour des étudiants boursiers qui sont obligés de travailler pour payer leurs études. Bravo, parce que vous avez du courage. Un revenu d'autonomie pour qu'ils n'aient pas travaillé, ce serait encore... Enfin, si vous désolidarisez vos parents, vous toucherez plus d'allocations également. Merci. À la source. On va avancer, messieurs, dames. On va avancer. On a plein de citoyens qui attendent pour poser des questions ce soir. Et plein de thématiques. Et on va à Roubaix. Voilà, exactement. Arnaud Moreau nous attend en direct de Roubaix. On va parler vivre ensemble parce que voilà, on parlait de ces élections. On voit que le débat, il peut naître quand on commence à échanger ensemble. Et c'est justement ce que fait une association à Roubaix, dans cette ville qui est parfois stigmatisée pour un communautarisme ou une insécurité qui pourrait perturber ce vivre ensemble. Votre association, elle se bat. Je dis vote. Vous êtes, Arnaud Moreau, avec une membre de cette association, le Cercle Roubaisien. Tout à fait, je me trouve avec Emeraude Metsanoud. Bonsoir et merci d'être avec Bonsoir. nous. Donc vous faites partie du Cercle Roubaisien, vous y contribuez en tant que citoyenne. C'est un groupe de parole qui vise à parler des thématiques bien évoquées ou pas justement durant cette campagne. Alors est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu et voilà notamment les questions de vivre ensemble ou pareil, la parole est à vous. Merci beaucoup. Oui, parce que ça partait dans tous les sens, on aborde tous les sujets. Alors certes, les législatives, on voit bien que c'est un enjeu aussi important, puisque ça répond à ce qu'on vit au quotidien et les députés qui vont être désignés vont nous représenter. Donc on doit être exigeants, nous, en tant que citoyens. Et forcément, face à tout ça, le Cercle de Roubaix permet à des gens comme moi qui viennent de différents horizons et auxquels on a différentes pensées. Et ça, c'est important d'avoir ce temps de parole, de pouvoir contribuer justement à faire vivre nos citoyens sur des réflexions, à devenir des personnes critiques. Moi, quand je vous entends depuis tout à l'heure, je trouve qu'effectivement, aborder la question du pouvoir d'achat, c'est une clé d'entrée importante. La dernière fois, moi qui suis effectivement responsable d'un organisme de formation en éducation permanente et qui accueille des personnes au bord de la route, je vois bien que le ticket de caisse a complètement changé. Et derrière ça, vous avez l'essence aussi. Donc moi, ce qui m'intéresse sur le pouvoir d'achat, parce que j'aimerais aussi vous dire quelque chose sur Parcoursup, sur le pouvoir d'achat, comment vous, qui allez être peut-être parmi l'un de vous trois élus, allez défendre au niveau de l'Assemblée nationale cette diminution du pouvoir d'achat. Ça, c'est ma première question. Le pouvoir d'achat, merci. Des candidats. Merci madame, merci Arnaud. Le pouvoir d'achat, on avait prévu d'en parler évidemment dans cette émission et je pense que le thème risque de revenir plusieurs fois. Une loi est prévue cet été, Delphine Alexandre. Ouais, dès le mois de juillet, dès que nous serons élus à l'Assemblée nationale, c'est le maintien du pouvoir d'achat avec effectivement l'indexation des salaires, l'indexation des retraites, l'indexation des allocations par rapport à l'augmentation des prix. C'est la fin de la redevance télé de 138 €. C'est le blocage du prix de l'énergie jusqu'à la fin de l'année 2022. C'est aussi la diminution, le chèque énergie qui va être remis en place par Elisabeth Borne en a parlé, le chèque inflation et notamment aussi un dispositif qui sera pris en considération sur les gros rouleurs également pour diminuer le prix du coût du carburant. Donc ce sont des dispositifs qui vont être pérennisés pour sécuriser et continuer à protéger les Français au niveau de leur pouvoir d'achat. Toutes les modalités ne sont pas encore définies, si je ne m'abuse. On ne connaît pas encore exactement tous les montants des différents chèques, ni les publics exactement qui sont concernés. Parce que vous n'allez pas
ratisser large, gratis pour tout le monde. Non. La redevance, pas du tout, absolument pas. Non, mais le chèque, la suppression de la redevance télé, ce sera pour tout le monde, 138 €. Le blocage des 18 centimes d'euros sur le prix du carburant, c'est aussi pour tout le monde. Il y aura une étude qui sera faite pour les personnes et les ménages qui roulent beaucoup. Et donc là, il y aura une attention particulière pour ces gros rouleurs, comme on les appelle. Et puis, un chèque alimentaire également qui est prévu. Donc, tout ça, ce sera voté à partir de juillet, lorsque nous serons élus à l'Assemblée nationale. C'est bien, il y a des mesures qui sont prises au bout de 5 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la majorité gouvernementale pendant 5 ans. Ils ont fait un gros dodo, là. Bon, on n'avait pas la même inflation il y a 5 ans. Non, mais d'accord, mais l'indexation pour les retraites, notamment, je pense à vous, pour les fonctionnaires, le point d'indice, et les salariés, il y a une inflation, effectivement, qui explose en ce moment. Je rappelle que Marine Le Pen a été la première à mettre ça sur le devant de la scène. C'était dès le mois de septembre. Voilà, alors évidemment, maintenant, la majorité sort les rames et essaye de raccrocher les wagons. Une mesure. Nous, les mesures une mesure que vous porterez si vous avez un groupe à l'Assemblée. C'est celles qui étaient dans le programme de Marine Le Pen. On baisse, je vais vous en donner 2 rapidement, on baisse la TVA de 20 à 5,5% sur l'énergie, c'est-à-dire le carburant, le gaz, le fuel, enfin tout ce qui permet tout simplement de vivre. On crée, quand l'inflation est supérieure de 1 point au taux de croissance, un panier de 100 produits TVA 0. On négociera ça avec les associations de consommateurs. Et puis parallèlement, là c'est ce qui baisse, puis ce qui peut augmenter, c'est une augmentation, alors indexation évidemment, parce que nous on proposait depuis bien longtemps pour les retraités, augmentation possible jusqu'à 3 SMIC de 10% sans charge sociale, et pour aider les entreprises, baisse des impôts de production, mais pas n'importe comment. Il y en avait un petit peu plus. Non, mais c'est vrai que le point d'indice des fonctionnaires, on en parle là de l'inflation, mais le point d'indice des fonctionnaires, entre 2010 et 2021, il augmente de 1,6%. L'inflation a augmenté de 11%. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les fonctionnaires se sont appauvris relativement au reste de la population française. Donc, bien sûr qu'il faut non seulement réindexer le traitement des fonctionnaires sur l'inflation, mais aussi rattraper le retard. Pareil, sur les petites retraites, ça on en a parlé tout à l'heure, nous on est pour qu'elles soient à 1 500 € net. Il faut aussi un blocage des prix. Vous en avez parlé pour le carburant, mais il faut aussi bloquer les prix sur les produits de première nécessité, alimentaires en priorité. Et puis, il faut revaloriser des prestations sociales. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, pour nous, elle doit aussi être à 1 500 € par mois. Ça n'est pas assez pour vivre. Et la déconjugaliser, c'est très important. Celles et ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Merci. On se connecte avec Lille. Mathieu Rapez est avec un citoyen, une citoyenne. Quelqu'un a une question en tout cas. Et oui, effectivement. En tout cas, on continue notre petit tour dans l'île et j'ai été interpellé par ces affiches. On recherche beaucoup de personnel dans les bars et les restaurants. On va donc aller voir un restaurateur d'une célèbre enseigne lilloise. Bonsoir. On a les élections législatives qui approchent. Vous cherchez du personnel. Qu'est-ce que vous attendez de ces élections? Est-ce que ça peut changer les choses? Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose, mais on cherche toujours du personnel, effectivement. Voilà. Pourquoi vous n'en trouvez pas? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Compliqué d'avoir des professionnels. C'est beaucoup d'étudiants qui viennent pour 1 mois, 15 jours, 3 semaines. Mais des professionnels maintenant, il y a du mal à en trouver. Ils ont trouvé une qualité de vie peut-être suite au Covid. Effectivement, on a des retours comme ça. Mais sinon, oui, c'est compliqué d'avoir des professionnels actuellement. L'augmentation des salaires dans la restauration, ça n'a pas suffi? Vous pensez que vous pouvez faire plus? Ou comment attirer les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs? Chez nous, sur certains établissements, ils sont payés quand même au chiffre d'affaires. Donc c'est quand même intéressant d'avoir un salaire comme ceci. Plus les pourboires. On est quand même sur l'île, c'est une grosse ville, donc il y a quand même pas mal de pourboires. Et sur les établissements, voilà, il faut qu'on trouve une solution aussi, avoir une parole sur l'ensemble du groupe pour avoir du personnel et trouver du personnel, avoir un vivier, on va dire, de personnes. Merci beaucoup. Alors, comment trouver du personnel? C'est l'une des questions auxquelles peut-être vos invités peuvent répondre ce soir, Mickaël. Tout à fait. Merci Mathieu. C'est d'ailleurs une problématique qu'on avait prévu d'évoquer parce qu'on a rencontré des restaurateurs aussi du côté de Boulogne-sur-Mer qui nous en ont parlé. Je vous propose de regarder justement leur situation et la question qui est posée à la fin. On regarde. Tout seul en cuisine, le chef Arnaud Panier contraint d'éplucher lui-même les légumes. Un petit commis, ça serait très bien pour faire tout ça. Moi, ça me permet de faire autre chose, des choses plus importantes, des cuissons, des choses comme ça. Voilà. Mon époux arrive quand même à faire seul 36 couverts, entrée plat. On peut mettre, quand il fait beau, jusqu'à 58 personnes. Mais aujourd'hui, on est obligé de rester sur 36 couverts. Tout s'est bien passé. Je tiens un planning des heures. Ils ne sont même pas là à 35 heures ni 39 par semaine pour le chef pâtissier. On a instauré aussi une 6e semaine de congés payés fin juin, début juillet.
Moi, je sais plus. Dans cette brasserie, près de la célèbre rue Saint-Jean, autre stratégie. On n'a pas de difficulté pour recruter, le recrutement a changé. Voilà, donc on a une nouvelle génération de petits jeunes saisonniers qui veulent travailler, qui sont étudiants et qui ont besoin de payer leurs études. Voilà, elle fait la saison avec nous, voilà. Surtout les petites mains qui viennent en renfort, voilà, sur lesquelles il faut être bon parce qu'il faut les former, il faut leur donner envie de venir. Et voilà, les gens veulent travailler mais veulent aussi du temps libre maintenant, énormément. La haute saison arrive et ces restaurateurs restent avec des questions. Alors nous, ce qu'on aimerait avoir sur la Côte d'Opale, en l'occurrence sur le Touquet, c'est un logement pour les saisonniers de façon à ce qu'ils puissent travailler et se loger à des prix raisonnables. Voilà. Oui, on était donc au Touquet. Et donc, des logements. Comment on fait pour proposer des logements aux serveurs? Il faut les construire, il faut aider les entreprises à avoir les ressources pour pouvoir en proposer. Question. Il y a plusieurs. En fait, c'est assez clairement identifié. Il y a une question de salaire et une question de temps de travail aussi, parce que dans la restauration, c'est souvent d'ailleurs des étudiants qu'on retrouve en première ligne. Il y a une vacance, on fait midi 14h30, puis après il se passe plus rien, on n'a pas forcément le temps d'entrer chez soi, et on reprend le service à 18h jusqu'à 22h30. Donc ça va passer par des négociations collectives. On se met autour de la table et puis on négocie. Je pense que pour les histoires salariales, questions salariales, il en a été question. Je pense que tout le monde a bien compris qu'il fallait une revalorisation. Et pour les logements, là, il y a plein de solutions qui peuvent être imaginées. Plusieurs restaurateurs se regroupent et mettent à disposition 1, 2, 3, 4 logements. Mais ça, c'est surtout pour les saisonniers, c'est-à-dire sur les zones touristiques, que ce soit les zones littorales ou les zones de montagne. Mais effectivement, il y a... Et par rapport à notre restaurateur lillois qu'on voyait juste avant, lui, il a du mal à trouver du monde. C'est peut-être un peu différent parce qu'il nous parlait, visiblement, c'est un groupe. Donc parfois, on peut avoir des méthodes de management un petit peu différentes. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie des salaires, des conditions de travail et effectivement des logements pour ceux qui sont saisonniers. On sait qu'il y a des colonies de vacances, des campings qui ne trouvent pas preneurs, des annonces qui ne trouvent pas preneurs. Delphine Alexandre. Alors, sur les 5 ans, on a créé, grâce à l'action d'Emmanuel Macron, 1,2 million d'emplois. On peut, alors évidemment, on est à l'écoute de ces entrepreneurs, quelle que soit la branche d'activité. Dans nos campagnes aux législatives, on se rend bien compte qu'il y a un problème d'appariement et d'adéquation entre l'offre de travail et la demande de travail. Mais on peut quand même se réjouir aujourd'hui que le chômage ait baissé. Nous sommes à 7% et l'objectif est effectivement d'atteindre le plein emploi. Alors il faut trouver des solutions. Il faut travailler sur le court terme et il faut travailler de manière plus structurelle sur le long terme. Alors sur le court terme, là, bien entendu, il va falloir créer une agence. Dans le programme, c'est l'agence France Travail qui va synthétiser effectivement tous les différents partenaires pour accompagner l'emploi, et l'emploi notamment des personnes qui en sont parfois le plus éloignées. C'est un problème de coordination pour vous aujourd'hui qu'il faut améliorer. En partie, mais pas simplement. Il va falloir aussi travailler, revaloriser, parce qu'on voit bien que ces métiers sont des métiers de la voie professionnelle qui ont été longtemps dévalorisés. Emmanuel Macron propose un lycée professionnel d'excellence pour revaloriser ces métiers, accompagner l'orientation dès la 5e pour faire découvrir ces métiers, pas que dans la restauration, parce que le problème, il est beaucoup plus large. Dans l'industrie, c'est la même chose. Marine Tondelier pour la gauche. Dans une solution proposée par un cabinet McKinsey, c'est-à-dire c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail, donc ça va aller mieux. Il n'y a pas de pensée magique là-dessus. Là, on est dans des métiers en fait qui sont dévalorisés, pas parce que c'est pas des filières d'excellence, c'est parce que c'est des métiers qui sont durs et que la pénibilité aujourd'hui, elle n'est pas prise en compte dans le salaire. Donc un jeune déjà qui doit travailler pendant ses études, s'il doit travailler la nuit pour un salaire de misère, forcément il a moins envie. Donc quand on dit le SMIC à 1 500 €, c'est aussi pour répondre à ce genre de problème, mais il n'y a pas que dans ce genre de travail, que dans la restauration. Moi, je vous cite un autre exemple. Comment financer je vous cite un autre exemple. Le SMIC à 1 500 €. Je vous cite un autre exemple. Et les charges des entreprises. Je ne vous ai pas qui coupé, vont madame. Je vous cite un autre exemple. Une auxiliaire de vie aujourd'hui, elle gagne en moyenne 683 € par mois. Comment voulez-vous que ces métiers ils attirent alors qu'on en a besoin et qu'on en aura de plus en plus besoin? Donc la question de faire que le travail paie est une vraie question, à mon avis, pour tout le monde sur ce plateau. Amélie Ferrand-Rodriguez, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je suis d'accord avec M. Ballard et Mme Tondelier, parce que je pense vraiment que ces métiers n'attirent pas en raison des difficultés qu'ils posent. Et comme vous expliquez, on n'a pas le temps, les personnes dans le service n'ont plus de vie, en fait. Et derrière, le salaire ne suit pas, les conditions de travail sont super dures, on est fatigué en rentrant, les clients ne sont pas forcément tout le temps très gentils. Donc, Sauf à Lille. Peut-être. Donc voilà, je pense vraiment que c'est la problématique majeure. Et je voulais demander à Madame Alexandre, pour France Travail, est-ce que la structure ne serait pas encore plus engorgée que toutes les autres structures qui existent aujourd'hui? Il y a beaucoup de structures qui travaillent en silo.
en fait, et non pas au partenariat. Pour accompagner effectivement une personne en demande d'emploi, il va falloir se mettre en coordination, en synergie, pour avoir, plus la personne est éloignée de l'emploi, plus elle a besoin de cette aide et de cet accompagnement. Et France Travail, justement, ciblera les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi pour pouvoir les accompagner d'une manière beaucoup plus individualisée et avec beaucoup plus d'efficience à la fin, c'est-à-dire la chance d'avoir un emploi, puisque des emplois, l'économie française en crée. Et leur couper l'allocation s'ils refusent un emploi à plus de 40 km. Je pense qu'au niveau du fonctionnement, oui, ça peut être bénéfique, mais je pense plutôt au niveau effectif des employés à France Travail, enfin des fonctionnaires ou des agents publics. Parce qu'aujourd'hui, quand on appelle Pôle emploi ou etc., on galère à avoir des rendez-vous. Justement, vous galérez, donc vous aurez un numéro unique où vous aurez effectivement un interlocuteur et pas de multiples interlocuteurs qui se repassent le dossier. Il faut monter en efficacité sur aussi l'accompagnement des demandeurs d'emploi. On va retourner. Oh là là. Donc la Philippe vient de côté. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font à Pôle emploi? Ils ne travaillent pas à Pôle emploi? Non, mais ils ne travaillent pas à Pôle emploi? C'est absolument pas ce que je dis. Écoutez, si vous avez dit qu'ils n'étaient pas efficaces. Je parle d'efficience. Au lieu de reprendre mes blagues, en les faisant moins bien. Michel Wattelier. Les plus de 40 km, il y en a beaucoup qui hésitent maintenant avec pas de voiture ou les enfants, les temps de trajet, payer le carburant. Et ça devient un problème aussi. Et comment vous allez résoudre ça? Donc il faut rendre nos territoires attractifs et amener l'emploi à proximité des ménages. Voilà. On va reprendre la direction de Roubaix. Arnaud Moreau est toujours avec notre citoyenne du cercle roubaisien, si je ne m'abuse, qui a probablement une question aussi sur cette thématique de l'emploi. Tout à fait, une question donc sur la thématique notamment de l'emploi. Vous disiez tout à l'heure, mais les députés vont-ils demander aux employeurs d'augmenter les salaires? Comment ça va se passer? Je vous laisse formuler cette question avec vos mots. Merci beaucoup. Alors je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment vous pouvez imposer aux patrons d'augmenter les salaires. Ça, je trouve ça sidérant. Ça a été aussi pendant la campagne présidentielle, comme si un patron allait dire « allez, j'augmente » s'il n'y a pas une contrepartie derrière. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire, vous, députés, pour pouvoir défendre ça à l'Assemblée nationale et donner une contrepartie aux responsables de structures comme moi ou aux patrons. Et concernant les salariés, les employés et les métiers de précarité, effectivement, j'entends bien qu'il faut augmenter leur statut et leur situation et je suis tout à fait d'accord. Mais derrière, il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles on peut voir les députés diminuer aussi peut-être certains de leurs émoluments ou des choses comme ça qui justement recréent un équilibre. C'est là où je me pose la question sur qu'est-ce que vous êtes prêt à vous engager à diminuer pour qu'on puisse effectivement revaloriser les salaires de tout le monde et aussi ne pas imposer aux dirigeants d'entreprises qui se mouillent aussi la chemise beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Il faut vous répondre tout de suite. Comment est-ce que vous, députés, vous pouvez faire en sorte que les salaires augmentent? Et qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour y contribuer en diminuant certaines indemnités? Philippe Ballard pour le Rassemblement national. Oui, je vais être rapide parce que j'ai déjà énoncé notre proposition. Ce n'est pas une obligation, c'est la possibilité, dans le privé évidemment, d'augmenter jusqu'à 3 SMIC de 10% les salaires sans charge sociale. Et parallèlement, pour donner un peu d'oxygène aux entreprises, on baisse les impôts de production, mais pas n'importe comment parce que c'est ce qui est fait un peu en ce moment quand même. Enfin, c'est ce qui est beaucoup fait. Nous, on cible les TPE, les PME, une multinationale qui veut relocaliser, parce que ça c'est le mot magique, souveraineté, préférence, priorité nationale, on leur dira vous pouvez bénéficier de l'allègement de charges, mais il va falloir aller dans ces quartiers reculés, dans ces zones rurales, dans ces zones périphériques. Ça s'appelle la démétropolisation, tout simplement. Arrêter de faire en sorte que les métropoles absorbent toutes les richesses et vident de leur substance ces zones rurales et ces zones périphériques. Delphine Alexandre, pour la majorité présidentielle, tout à l'heure vous disiez non, c'est pas possible d'augmenter tous les salaires. Ah mais non, mais c'est pas possible puisque vous l'entendez bien, c'est l'augmentation des charges des entreprises et du coût du travail pour les entreprises sous Emmanuel Macron. Comme le Rassemblement national, vous baissez des charges pour donner la possibilité mais du coup, nous citoyens, on n'a aucune garantie. Mais disons que si vous sous Emmanuel Macron, là, il y avait la prime Macron justement, triplement de la prime Macron, c'est-à-dire que l'employeur, il va verser 3 fois jusqu'à 6 000 €, donc sans charge, sans fiscalité et sans cotisation sociale. Donc c'est donnant-donnant pour l'employeur et pour le salarié. Donc ça, c'est une vraie mesure, c'est du concret.
Mais on n'est pas, enfin, on veut pas une augmentation des primes, on veut des salaires. C'est pas difficile à comprendre. On veut des choses qui soient tous les mois, pas au bon vouloir de l'employeur s'il nous aime bien et s'il a les moyens de le faire, et pas qui soient comptabilisés dans notre retraite. Mais vous pensez, vous m'interrompez, ça fait deux fois. Je vais quand même vous répondre. Vous le ferez après. Mais vous voyez, on est aujourd'hui dans une société. Les 2 dernières années, les milliardaires français ont vu leur revenu multiplié, leur fortune multipliée par 2. Les 10% les moins riches, les plus pauvres, ont vu leur niveau de vie baisser par vos réformes de l'allocation chômage, par vos réformes des aides au logement. Alors maintenant, ça suffit. De l'argent, il y en a. C'est juste qu'il n'est pas donné aux bonnes personnes et qu'aujourd'hui, certains sont plus à même à se défendre que d'autres. Donc on supprime l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, pour augmenter encore la fortune des plus riches, et les autres, on leur retire des allocations sociales. Donc ça, c'est pas possible. Marie Tourdellet. Et il y a des gens qui se défendent moins bien. Par exemple, les assistantes d'éducation scolaire pour les enfants handicapés à l'école, on n'en parle jamais. Il y a plein de métiers, on n'en parle jamais. Oui, on mettra le SMIC à 1 500 € et on aidera les entreprises qui doivent être aidées, c'est-à-dire souvent les petites entreprises. Ça, on le fera, évidemment. Et donc, on augmente les minima en se disant que les autres salaires augmenteront par la suite. Merci à tous les trois d'avoir répondu à ces questions. On passe à la thématique de l'environnement. Il était important d'en parler aussi ce soir. On va aller à Néry, voilà, dans l'Oise. Aaron Tanzit nous attend là-bas. Et on va parler d'abord de la rénovation énergétique des logements, parce qu'il faut savoir que quasiment la moitié des logements sont énergivores dans les Hauts-de-France. C'est le double de la moyenne nationale. Et je crois que vous êtes sur un chantier. Ça se voit un peu, Aaron. Oui, ça se voit, Mickaël, tout à fait. Nous sommes ici en plein chantier en compagnie de Franck Billot, un ancien responsable du Secours catholique. Bonsoir, monsieur Billot. Bonsoir. Vous avez créé en 2014 Réseau Éco-Habitat Oise, une association qui vient en aide à des ménages en précarité financière habitant une passoire thermique. C'est justement le cas ici. On est chez Isabelle qui a 52 ans et qui vit avec sa fille dans cette maison et qui ne pouvait pas en fait rénover son logement qui était même considéré comme un habitat indigne. Et donc il y a eu 59 000 € de travaux en fait réalisés pour à la fois isoler les murs, changer un système de chauffage, refaire l'installation électrique, changer l'ensemble des menuiseries et bien sûr installer une ventilation mécanique. Comment cette famille monoparentale a-t-elle pu payer tout simplement ses frais, ses travaux ? Alors il a fallu l'accompagner et aller chercher pour elle, avec elle, parce qu'elle n'avait pas les moyens de chercher en fait 10 dispositifs de financement qui va de l'État, la région, le département, la communauté de communes, la commune, les associations caritatives, pour pouvoir en fait faire ces travaux et lui soulager en fait un reste à charge de 3 000 € pour faire les travaux. En matière de passoire thermique, y a-t-il urgence dans notre région des Hauts-de-France ? Absolument, le prix de l'énergie en fait grimpe. Le réchauffement climatique, c'est une réalité aujourd'hui et il faut aider les personnes à moins consommer d'énergie si on veut atteindre notre objectif plan climat de 2050. Nous avons des invités en plateau. Avez-vous une question à leur poser ? Absolument. Quand on voit la difficulté des dispositifs, quelles mesures pourriez-vous prendre pour simplifier la vie des ménages en grande précarité, pour leur permettre d'accéder à des dispositifs et au financement qui leur permettront de faire de leur maison une rénovation énergétique performante ? Merci pour votre question, monsieur. Marine Tondelier. La prime Rénov', c'est le nom du dispositif. Vous en avez fait l'expérience ? Ça fait moi 3 ans que, alors je suis peut-être pas quotidiennement sur le dossier, mais c'est un parcours du combattant administratif. Et si avec un bac+5, j'arrive pas à comprendre les trucs, c'est incroyable. Et là, j'étais encore chez c'était les espaces Info Énergie. Maintenant, ça s'appelle FAIR. Ils changent plus souvent de nom que de formulaire. C'est des gens incroyables. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens. Ils font ces métiers par conviction. Mais alors, il faut solliciter l'aide de l'État. Mais pour l'aide de l'État, il faut un diagnostic thermique. Donc, il faut demander l'aide de la région pour le faire, mais la région ne certifie pas les mêmes entreprises que l'État. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de rénovation énergétique que ces dernières années. Mais quand on arrive sur le Comment site, vous ça ne simplifiez ? marche pas. Le conseiller dit c'est tout le temps comme ça. Je dis oui, mais moi en plus, je suis quand même une enfant d'Internet. Il me dit mais tout à l'heure, j'avais une dame, elle n'avait même pas de mail. On a dû passer 3 quarts d'heure. On appelle le site, ça ne marche pas, c'est bloqué, récit dans 72 heures. Bah oui, mais c'est maintenant que j'ai rendez-vous avec la personne. Impossible. Comment la NUP simplifie déjà, les démarches de rénovation énergétique ? Le service public, c'est un truc auquel on tient énormément. Donc tous ces sites qui sont délégués à du privé, on appelle sur des plateformes, ils disent bah on sait, c'est comme ça, il faut attendre 72 heures. C'est pas possible. On a besoin de trucs qui marchent en fait. Et normalement, en 2022, on sait faire des sites internet qui marchent. Et puis, il faut faire des choses simples. Là, c'est un parcours du combattant kafkaïen qui nous explose le cerveau, auquel, quand même, la moitié des gens ne comprennent rien. Et je m'inclus dedans, c'est pas du mépris ce que je dis. Et puis, finalement, il y a eu beaucoup de rénovations thermiques en nombre. Mais quand on regarde combien de logements sont sortis de passoires thermiques, des passoires thermiques, c'est 25 000. Un tiers seulement des rénovations sont jugées vraiment efficaces. Au lieu de 700 000 comme objectif. Donc ça, c'est quand même... En attendant, on dépend du gaz russe. Arnaud Moreau nous redemande la parole en direct de Roubaix. C'est bien ça, Arnaud ?
Oui, tout à fait, un peu dans la lignée de ce qui vient de se dire. Eh bien, notre intervenante avait une question, une remarque à faire sur la prime Rénov'. Nous écoutons. Moi, je suis concernée par cette situation. Alors, je ne vais pas critiquer les gens qui se démènent et parce qu'on n'est pas là, on est plutôt là pour construire. Moi, ma question, c'est en crédit d'impôt, qu'est-ce que vous êtes capable, vous députés, à défendre au niveau de l'État pour que certains qui ont fait les travaux en 2021 et qu'ils n'ont pas fait signer de devis en 2020 pour rénover leur maison et faire qu'elle soit effectivement dans les normes écologiques, qui puissent bénéficier quand même de ce crédit d'impôt, puisqu'apparemment 2021 c'est mort et c'est injuste quand on a dépensé beaucoup d'argent pour rénover et suivre la règle et que la prime rénov' n'a pas pu intervenir vu que les process sont très compliqués. Merci. Delphine Alexandre pour la majorité présidentielle vous répond. Alors, on note bien ce millefeuille administratif, là aussi, sur la rénovation thermique des logements, 1 million de logements rénovés, et nouveau service public de la rénovation qui va aussi simplifier, et effectivement France Rénov', qui va permettre de pouvoir accéder à de l'information et pouvoir plus facilement, pour tous, rénover les logements, puisque l'objectif, c'est la sobriété énergétique. Puis alors, sur le logement, une courte réponse et on a d'autres thématiques environnementales. Il y a un mot qui qu'on n'a arrivent. pas aussi prononcé, c'est escroquerie, parce qu'il y a un tas d'escroqueries. 25 000 € la pompe à chaleur, en leasing, tout va c'est bien. un fiasco total et complet. Et Michel Il faut Watelier simplifier. confirme. Oui, non mais voilà, il y a eu des escroqueries monumentales. Bon, il faut simplifier, tout le monde est d'accord. Il faut aussi dire la vérité aux Français. Le prix du gaz, notamment de l'électricité et du gaz, va exploser. On était avec Bruno Bild, on était à Hénin-Beaumont quand Marine Le Pen a fait son meeting dimanche. Il y a des collectivités locales qui vont voir leurs factures multipliées par 3. Et pour les particuliers, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on a parlé pouvoir d'achat, mais ces gens-là vont être pris à la gorge. Moi, en distribuant des tracts, je ne vais pas citer le nom de ma circonscription, pour pas que vous y ayez équilibré, mais j'entends des choses, mais c'est à pleurer. Je distribuais des tracts sur le pouvoir d'achat, il y a des retraités qui l'ont pris, qui ont discuté à côté de moi, et il y avait une jeune retraitée qui disait aux deux autres, moi, pour économiser un peu d'énergie, maintenant je fais ma vaisselle à l'eau froide. Ça dégraisse moins vite, mais je fais ma vaisselle à l'eau froide. Et je me suis dit, en 2022, je ne sais pas ce qu'a fait... C'était le Mozart de la finance, Emmanuel Macron. Il a dû perdre ses partitions en cours de route. Là, on est quand même dans un contexte Alors, économique international particulier. Non, mais d'accord, mais enfin, on va se reconnecter avec Lille, car... Ah oui, c'est jamais de sa faute. Quelqu'un nous redemande la parole. On retourne en terrasse. Direction Lille, voilà. Alors, Les terrasses chauffées, d'ailleurs, très mal. Mathieu Rapez. Interdit. Oui, il y a un peu de verdure derrière moi, mais on est toujours ici, Grand Place à Lille. J'ai arrêté Marie-Clémence, une cycliste qui circulait. Une question, est-ce que c'est simple pour vous de circuler à vélo? Et si ce n'est pas le cas, quelle demande vous avez à faire auprès des hommes politiques? Alors effectivement, sur l'île, je trouve que c'est quand même assez bien adapté pour le vélo, même s'il y a certaines avenues et certaines rues très passantes qui pourraient être davantage adaptées, notamment aux heures de pointe, où des fois ça peut être assez dangereux. Dans l'ensemble, ça reste quand même une ville adaptée, et peut-être voir à l'avenir ce que ça pourrait donner. En tant que citoyenne, vous demandez quoi au pouvoir public pour supprimer la voiture, par exemple, ou quels sont vos souhaits en tout cas? Je pense que sur la métropole lilloise, c'est pas forcément pertinent de supprimer la voiture, dans la mesure où parfois pour sortir de l'île, on n'a pas le choix d'avoir la voiture. Après, effectivement, peut-être sur l'île, il y a toujours des progrès à faire pour que ce soit, pour qu'on puisse rouler davantage en sécurité. Merci beaucoup. Alors, Marie-Clémence nous parle de progrès. Concrètement, à quoi ça peut ressembler? C'est la question que je vous pose, Mickaël. Merci Mathieu Rapez. On y vient dans un instant. Je vais juste donner la parole aussi à Amélie, parce que ces questions environnementales, ça vous passionne. Il y a aussi donc des questions de mobilité qui concernent l'environnement. Vous allez pouvoir répondre sur la place du vélo. Est-ce que les députés peuvent faire quelque chose là-dessus? Mais il y a d'autres choses. Je vous propose de poser aussi une question sur l'environnement, si vous le souhaitez, Amélie. Et après, on parlera de la santé. Pour revenir sur toutes ces transitions énergétiques, etc., moi, je me demandais ce que vous pensiez faire pour aider les particuliers, pour les soutenir face à ces défis futurs, et notamment pour qu'on puisse... qu'on puisse rentrer dans nos objectifs de zéro émission de CO2, donc ce qui passe par la voiture, forcément, chez les particuliers. Donc, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour faciliter le changement de diesel ou essence à électrique? Oui, faut savoir, parce qu'on parle de 0%, il faut savoir que 58% de l'empreinte carbone en France, c'est dû à nos importations. Nous, on est très très bons.
On est même sur le podium en Europe. Et là, il va falloir revoir les accords de libre-échange, parce qu'il n'y a pas que vélo, voiture, on va pas opposer les uns ou les autres. Moi, dans ma circonscription, je peux vous dire, si on met tout le monde au vélo, plus personne ne bouge. Hein. Donc, ce problème se pose en ville, d'accord. On est candidat à la députation. Pour les grandes villes, oui. Mais vous prenez des zones, dans ma circonscription, avec 175 communes rurales, c'est même pas un thème de discussion. Enfin, voilà. Alors, dans les grandes villes, ça peut se poser. On est tous candidats pour être députés. C'est une élection locale. On a un mandat national. Donc, on s'occupe des villes comme des campagnes, qu'il y ait des améliorations à faire dans les villes, sur les pistes cyclables, que ça soit fait en bonne intelligence avec les automobilistes. Mais les personnes en campagne, en fait, restent encore enchaînées à leur voiture. Oui, mais elles font comment? Il n'y a pas de bus, je sais très il n'y a bien, pas de train. Justement, voilà. c'est pour ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre des bus, etc. Tous les bus de campagne sont à hydrogène. Oui, des bus à hydrogène, par contre. À hydrogène. Et après, il faut un maillage, mais il faut se rendre compte quand même de la taille de certaines circonscriptions ou de départements même. On peut élargir. Mais concrètement, le Rassemblement national, toutes ces thématiques, c'est un débat que vous porterez à l'Assemblée nationale ou bien c'est plutôt une affaire des régions Non, c'est pas la priorité pour vous? C'est national. Bien sûr que ce sont des débats qui se passent à l'Assemblée nationale, mais on n'est pas pour les ayatollahs verts. Là, il y a des discussions au Parlement européen. Oui, quand on nous dit tout électrique en 2035, mais on marche sur la tête. Une réponse courte sur ce sujet, parce qu'on a une dernière thématique environnementale avant de passer à la santé. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que 1% des plus riches en France émettent 66 fois plus de CO2 que les 1% des plus pauvres. Donc le problème n'est pas le précaire avec son diesel au fin fond de la Picardie, on va se le dire très clairement. Par contre, que des gens prennent des avions quand il y a moins de 3 heures de train, ça c'est un scandale, il faut l'interdire. Pour ce qui est des vélos, madame a la chance d'habiter Lille où il y a des élus écologistes qui ont fait un travail formidable sur les déplacements à vélo. C'est pas le cas dans toutes les villes, c'est pas le cas dans la mienne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être dangereux de prendre son vélo dans certains endroits de France. Et ça, en tant que parlementaire, il faut qu'on mette des objectifs précis. Il faut aussi qu'on encourage le vélo. Aujourd'hui, on a une indemnité kilométrique quand on va travailler en voiture, on ne l'a pas quand on va travailler en vélo. Il y a des dispositifs aussi qui doivent être mis en place pour aider certaines personnes à acheter des vélos électriques, parce que certains endroits du territoire, effectivement, si on a juste un vélo pas électrique, on va mettre très longtemps pour arriver au travail. Et donc, il faut aussi aider pour que ce soit accessible financièrement à tout le monde. La métropole de Lyon, par exemple, écologiste, l'a fait pour les étudiants boursiers, un vélo qui est produit en France ou recyclé en France et qui est mis à disposition des étudiants boursiers qui le demandent. C'est des mesures de bon sens pour le climat et pour l'emploi. Delphine Alexandre, je vous donne la parole juste après, mais il faut qu'on se reconnecte absolument avec Aaron Tanzit, qui nous attend avec un autre citoyen pour parler d'une autre problématique encore environnementale. Ça s'accumule, mais voilà, ce sont les enjeux aujourd'hui. Quelle est votre question? Je crois qu'on va parler de pesticides et de pollution de l'eau. Ah oui, je suis avec Didier Mallet, président du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise. C'est un lanceur d'alerte ici dans l'Oise depuis maintenant 10 ans. Cette eau, il l'a analysée. Quelles molécules on y retrouve? Bonsoir. Alors, on retrouve deux molécules, du chloridazone, le métabolite du chloridazone, le dysphényl et le méthylchloridazone, qui sont des pesticides. Pesticide qui a été utilisé, c'est un herbicide de la betterave. Cette eau, elle est dangereuse. Il y a un danger aujourd'hui pour la santé? Alors, nous, on considère que cette eau est dangereuse puisqu'elle est non conforme. Elle concerne plus de 150 captages de l'Oise. Dans les Hauts-de-France, c'est plus de 750 captages. C'est 4 millions d'abonnés qui boivent aujourd'hui une eau conforme avec des pesticides, parfois en très grande quantité. Non. Pourtant, l'Agence régionale de santé fait état d'une eau consommable, une eau contaminée mais consommable. Vous comprenez la position de l'ARS aujourd'hui? Alors, on ne comprend pas la position de l'ARS. D'ailleurs, on l'a combattue puisqu'on a attaqué ses décisions au tribunal. Et aujourd'hui, l'ARS nous a sorti une valeur de 44,4 microgrammes par litre à ne pas dépasser. Et le Haut Conseil de la santé publique a rendu un avis le 17 mars qui est de 3 microgrammes. Alors, vous voyez l'écart, 44 à 3, on dit un peu n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il y a un énorme problème dans les Hauts-de-France. Une question à poser à nos invités maintenant. Alors la question est simple, comment vous faites pour que les 4 millions d'abonnés boivent de l'eau et puissent donner de l'eau à leurs enfants, c'est-à-dire à une eau sans pesticides, que ce soit les nourrissons, les nouveau-nés et les personnes fragiles? Qu'est-ce que vous faites pour rendre l'eau conforme et sans danger pour la santé? Question très concrète, très précise, pratique. Delphine Alexandre, je vous propose de répondre et si vous souhaitez également dire un mot sur le débat des mobilités, c'est maintenant. Je vais quand même revenir sur la question de la mobilité. Bien entendu, nous voulons privilégier les mobilités douces et ce que nous proposons, c'est un véhicule électrique à moins de 100 € en location chaque mois pour permettre justement d'avoir cette transition progressive vers des mobilités plus douces, puisque bien évidemment, on ne peut pas interdire les véhicules demain, bien entendu. Bon, et quand on a pédalé, on a soif.
Oui, et quand Qu'est-ce on a qu'on pédalé, fait qu'on a soif et qu'on a besoin d'une eau propre, et là on a des agences de réglementation qui régulent tout ça et qui attestent de la bonne conformité de l'eau et de sa potabilité en quelque sorte. De ce fait, il faut renforcer les contrôles, intensifier les contrôles et s'en remettre à ces agences qui effectivement font un travail tout de même de précision et qui permettent d'attester si l'eau est potable ou pas. On me dit que notre invité veut vous répondre directement. Il est plus chaud que le climat. Alors, moi je dis que l'agence régionale de santé ne dit pas les choses conformes puisqu'elle donne une valeur de 44,4 microgrammes par litre qu'on a contesté, qu'on a attaqué devant les tribunaux, alors que vous avez le Haut Conseil de la santé publique questionné par la Direction générale de la santé qui donne une valeur de 3. Donc de 3 à 44, excusez-moi, il y a un rapport de 10. Et vous avez dans l'Oise des communes où la valeur de 0,1 microgramme par litre, elle est dépassée de 160 fois, puisqu'on est à 16 microgrammes par litre. Et je vous citerai, je ne vais pas vous citer toutes les communes, mais je vous citerai la ville de Mont-l'Évêque, à côté de Senlis. Marine Tondelier ? Moi, je vais dire deux choses. La première, je travaille dans la qualité de l'air, moi, pas dans la qualité de l'eau, mais en fait, le problème, c'est les pollutions croisées. C'est que non seulement il y a une eau de mauvaise qualité, on parle souvent de sécurité dans certains partis, mais la sécurité, elle est globale. Et la sécurité, c'est déjà être sûr qu'on ne nuise pas à sa santé quand on boit, quand on mange ou quand on respire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur les pesticides, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement anxiogène. Et aujourd'hui, le gouvernement, très objectivement, je peux prouver ce que je vous dis, il protège le lobby agricole et le lobby des pesticides plutôt que la santé des citoyens. Je vais vous dire une chose, Delphine Batho, elle avait déposé un amendement pour la suppression du glyphosate. Le lobby des pesticides a été prévenu de cet amendement avant les autres parlementaires. Il le savait avant qu'il soit envoyé aux parlementaires. On a quand même un gros sujet. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que les pesticides les plus dangereux, vous savez, ceux que les agriculteurs épandent habillés en cosmonautes quand nos enfants jouent à 5 mètres au ballon. Ça, c'est pas possible. Et donc, les plus dangereux, on les interdira dès l'été. On va pas tout supprimer tout de suite, mais les plus dangereux, dont le glyphosate, que Madame Pompili s'était engagée plusieurs fois à supprimer, et Emmanuel Macron, et ils ne l'ont pas fait, ceux-là, ils ne peuvent plus continuer à être utilisés comme si de rien n'était dans notre pays. Ça va nous amener à la thématique de la santé. Tout de suite, vous voulez dire vraiment très Non, mais rapidement oui, un très mot rapidement, parce que, bon, j'ai bien aimé la question du monsieur, parce qu'il parlait de transmission à ses enfants. Et l'écologie, elle n'est pas de gauche. L'écologie, elle est plutôt... non, mais elle est dans notre identité également. Et il faut aller un petit peu plus loin dans le raisonnement, parce que nos agriculteurs qui ont fait des progrès, qui ne sont pas des fous des engrais, effectivement, qui traversent les sols et qui se retrouvent dans les nappes phréatiques, ils sont parfois obligés de les employer, malheureusement, parce qu'ils sont confrontés à une concurrence complètement déloyale qui nous vient de l'étranger. On nous a vendu la mondialisation heureuse, qui est un vrai cauchemar pour des millions de Français, chefs d'entreprise comme salariés. Donc, moi, les agriculteurs me disent, ce que vous retrouvez dans vos assiettes, moi, je n'ai pas le droit de le produire en France, parce que j'ai des normes qui me l'interdisent. Et il y a un rapport sénatorial de l'automne dernier qui prouve ce que je dis. Et la question du glyphosate, elle sera traitée au niveau européen. En 2023, normalement. Merci, messieurs, dames. Il faut vraiment qu'on parle de la santé. On arrive au dernier thème, du coup, puisque le pouvoir d'achat a pu être évolué un petit peu, jamais assez, j'en suis d'accord. Parlons de la santé. On va partir dans l'Aisne d'abord, avec un exemple positif quand même sur la problématique des déserts médicaux. C'est un couple de médecins qui a rouvert un cabinet dans une commune qui n'en avait plus depuis 4 ans. Regardez ce reportage, ils ont une réflexion à vous soumettre. Vous prenez quoi pour vous soulager ? Moi, je vais prendre de l'iprane. Les patients sont là. Il y a effectivement beaucoup de monde. On a des gens qui viennent de très loin, d'une trentaine de kilomètres à peu près, pour nous voir, parce que effectivement, la démographie médicale est plutôt en chute sur le secteur. Corbeny, 730 habitants, des commerces et une maison médicale, où depuis janvier, Virgile, 29 ans, originaire de l'Aisne, et son épouse se sont installés en tant que médecins généralistes. C'était important de m'installer à un endroit où il y avait besoin. Pas forcément dans l'Aisne. La température et la volume. J'avais envie de répondre à un besoin et d'être utile. Plutôt en milieu rural, bien sûr. Ah oui, tranquille. Il y a plus de charges de travail, oui. Et surtout une charge qui est un petit peu obligée. Enfin, effectivement, on peut refuser de voir les gens, mais... c'est jamais agréable de refuser de voir des patients. Je proposerais donc 2 choses. C'est premièrement ne pas conventionner les médecins qui s'installent en zone surdense, c'est-à-dire les zones où il y a déjà moins de 500 patients par médecin, par exemple. Il faudrait aussi revaloriser le paiement des visites, parce qu'en zone rurale, on fait beaucoup de visites et c'est extrêmement mal rémunéré par rapport au temps qu'on y passe, donc c'est très peu intéressant. Voilà. Je pense qu'il faudrait aussi aider les médecins
dans leur démarche d'installation, plus que ça, et que l'État s'implique plus. Et voilà, des propositions. Si vous êtes élu député, si vous avez une majorité, ou en tout cas le pouvoir de pousser des propositions de loi, vous irez dans quelle direction? Qu'est-ce que vous répondez à notre généraliste? Alors, je vais répondre directement, mais quand même, un petit rappel, c'est qu'il y a eu le numerus clausus. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai été journaliste aussi, il y a très longtemps, en faisant des reportages sur la mise en place du numerus clausus. Et là, tout le monde a marché dans la combine, si je puis dire, malheureusement. C'est-à-dire la droite, la gauche, parce que Mélenchon, il a été sénateur socialiste quand même. Non, il faut quand même le savoir. Il n'est pas sur donc ce plateau, tout le monde. c'est pas la peine de s'énerver. Non, mais vous le représentez pas. Bon, d'accord. Donc tout le monde a marché dans cette combine mortifère qui nous a amené là où on en est à l'heure actuelle. Nous, on a des positions concrètes. Les propositions de votre médecin, alors il y en a une à laquelle j'adhère, d'autres j'adhère pas. Celle qui est punitive, non. Par contre, il a raison. Nous, Marine Le Pen avait proposé de revaloriser les consultations en fonction du territoire où l'on se trouve, évidemment pris en charge par. Quand par vous la dites celle sécurité punitive, sociale. donc c'est l'idée de ne pas conventionner des médecins qui voudraient s'installer Oui, dans un c'est endroit où il y a punitif, déjà c'est suffisamment de punitif. médecins. Le mieux, c'est de les inciter à s'installer là où il y a des besoins. Et il y a plus de 7 millions de Français qui vivent dans un désert médical. Et d'ailleurs, puisqu'on va être des députés, pour ceux qui seront élus, en tout cas de la nation, il faut savoir que c'est dans les dom-toms. Le premier désert médical de France se trouve dans les dom-toms. Donc c'est une des propositions. Il y en a beaucoup d'autres, comme revaloriser, évidemment, revitaliser toutes les zones un petit peu. Et il y en a malheureusement beaucoup en France, désertifiées. Mais ça, c'est pas la vision notamment d'Emmanuel Macron. Lui, c'était la Alors justement, Emmanuel Macron. Nous, on est pour la démétropolisation. Non, du tout. Déjà, c'est 2017 quand même. Alors, vous m'avez tendu la perche, puisque nous avons mis fin au numerus clausus. Donc, 11 000 étudiants sont sortis cette année. Bien évidemment, il faudra 10 ans pour qu'ils puissent... Mal encadré. Oh, écoutez, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Donc, il faudra 10 ans pour qu'ils deviennent opérationnels. Les maisons de santé, on a 2000 maisons de santé qui ont été développées. Il faut amener aussi les praticiens à travailler en collaboration, à développer la santé et la médecine de ville et l'hôpital. La situation de la crise sanitaire a mis en évidence que les partenaires de santé sont capables de travailler en collaboration, développer. Vous avez des communautés professionnelles territoriales de santé qui se sont mises en place, les CPTS, pour essayer de couvrir au maximum le territoire, pour offrir des soins de qualité à l'ensemble des citoyens. En fait, il ne faut pas oublier, je vous remercie déjà pour votre tour des Hauts-de-France. C'est bien de se promener de territoire en territoire. Il n'y a pas eu le Pas-de-Calais. Et justement, je voulais préciser que les déserts médicaux, ce n'est pas forcément dans le rural. Donc nous, on s'engage évidemment à ce qu'on ait accès à des soins à moins de 30 minutes de chez soi partout sur le territoire. Mais il y a aussi des endroits, moi je viens du bassin minier du Pas-de-Calais, où il y a une grosse densité de population, donc aussi une grande densité de soignants. Mais il y a quand même beaucoup d'attentes pour avoir un rendez-vous. Et ça, c'est un vrai sujet dans les retards de soins également. Et une des solutions qu'on avait, nous, c'était aussi d'augmenter le salariat des médecins. Parce que vous voyez, en Picardie, il y a des médecins de 70 ans qui travaillent encore 70 heures par semaine. Et on se dit, quand ils vont arrêter, il faudra 2 pour le remplacer. Et donc, du coup, le salariat peut permettre aussi d'attirer des jeunes qui ne cherchent pas forcément la même chose qu'il y a 50 ans quand on s'installait. Merci Marie Tondelier. On a une dernière question dans cette émission en direct de Lille. Mathieu Rapez. Oui, on a eu des manifestations ici hier à Lille concernant la santé. Monsieur, quelles sont vos préoccupations ? Je suis très inquiet quant à la situation des urgences. Je pense que le personnel est soumis à une pression très importante, qu'il est largement temps que les choses soient réformées dans un sens d'amélioration. Merci beaucoup. On a entendu le mot réformer, réforme des urgences. Voilà, Mickaël, peut-être un thème qui peut vous éclairer. Oui, complètement. On aimerait être éclairé sur ce thème. En tout cas, c'est une problématique d'actualité. Delphine Alexandre. Mission Flash, 100 centres d'urgence qui sont effectivement en tension. Chaque SAMU, chaque centre d'urgence, chaque territoire va être étudié au cas par cas pour trouver les solutions. Et le problème, c'est cet été. Mais bien entendu. Mais au-delà de ça, il faut repenser la santé d'une manière globale. En amont des urgences, à l'intérieur des urgences et en aval des urgences. Réguler l'entrée aux urgences pour que les urgences deviennent vraiment le traitement des urgences vitales. Et je précise qu'aujourd'hui a été annoncé le doublement des heures supplémentaires à l'hôpital. Également l'appel à des étudiants pour essayer de renforcer les effectifs. Après avoir supprimé 100 000 lits en 20 ans. Une réponse courte Après pour la gauche et pour le Rassemblement national. C'était pas nous. 100 000 lits supprimés en 20 ans. Moi, j'ai rencontré hier une dame qui me dit « J'ai réussi à poser mes 15 jours pour être avec mes enfants l'été, mais on m'a demandé d'être de garde le premier week-end et le dernier week-end. » Et
ma location elle est du samedi au samedi. C'est-à-dire que même les soignants qui arrivent à avoir leur congé, enfin, on les a applaudis, on a dit qu'on les remerciait, qu'on leur devait reconnaissance éternelle, respectons au moins leur congé d'été, fallait anticiper quoi. Et quand je vois qu'on donne des primes de 350 € à des gens pour ne pas prendre de congé cet été, franchement j'ai honte. Philippe Ballard. Bon, très rapidement, Mission Flash, c'est de la com. Ça fait 5 ans que Emmanuel Macron est au pouvoir. Bon, voilà, il commence enfin à découvrir le problème. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu continuer à parler de pouvoir d'achat, parce que j'avais une question à poser à Mme Tondelier. Grâce à elle, on a augmenté le taxe sur les ordures ménagères de 400%. On aurait aimé franchement continuer le débat. En termes de pouvoir d'achat, c'est pas mal quand même. Ça passe de 30 à 150 €. Vous avez été mandaté pour me dire ça par Non, pas du tout. Allez, messieurs, dames, on arrive à la fin. Parce que pour mais votre groupe, grâce à votre on va groupe, couper les micros de nos invités politiques, on ne s'entend plus. Tout de suite, le générique. Ça a été Monsieur Watelier. Je voulais simplement dire... C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini, mais c'est le générique. Mais ça s'est bien passé cette émission. Oui, c'est bien. Pourquoi les Amélie, urgences ça a été- sont saturées? On a plus de visite à domicile des médecins. Bon voilà, le débat continue, vous le voyez. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dimanche surtout pour la grande soirée électorale.